Qu'est-ce que la pensée blanche? Quelles sont les racines du discours raciste? Comment éduquer contre ce fléau? Comment se débarrasser des préjugés? C'est ce que nous allons voir avec le docteur Lilian Thuram, qui a créé la fondation Éducation contre le racisme. Lilian Thuram a créé en 2008 la fondation Éducation contre le racisme afin de sensibiliser la société française, en particulier la jeunesse, aux réalités des discriminations qui frappent les catégories les plus vulnérables. Pleinement engagé dans la lutte pour l'égalité et la justice sociale, il a été commissaire général de l'exposition Exhibition, l'invention du sauvage au musée du Quai Branly. Auteur prolifique, il a notamment publié Mes étoiles noires, Manifeste pour l'égalité, Notre histoire et La pensée blanche. Il a reçu le prix de l'éthique de la fondation Kéba Mbaye au Sénégal pour son engagement. Dans une première vie, Lilian Thuram a connu une prestigieuse carrière de footballeur international en remportant avec l'équipe de France la Coupe du Monde en 1998 et le Championnat d'Europe en 2000. Bonjour Lilian Thuram, soyez le bienvenu à l'Université numérique de La Réunion pour ces causeries de l'égalité. Bonjour. Première question, vous débutez votre ouvrage La pensée blanche par la citation suivante. On ne naît pas blanc, on le devient. Qu'entendez-vous par là? C'est assez simple, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que nous utilisons des catégories liées à la couleur de la peau, mais qui n'est pas une réalité. C'est-à-dire que vous n'avez jamais vu une personne blanche comme une feuille de papier, par exemple. Et donc, je dis très souvent, par exemple, moi je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Je suis né aux Antilles. Aux Antilles, je m'appelle Lilian. J'arrive dans la région parisienne, à Bois-Colombes exactement. Et dans cette classe de CM2, des enfants m'insultent de sale noir. Et donc, en fait, je suis devenu noir à l'âge de 9 ans, comme un enfant peut devenir blanc. Et on devient noir ou blanc parce que c'est lié à une histoire. C'est lié à l'histoire de la racialisation du monde, où une époque, on avait classifié les gens selon des prétendues races. Il y avait la race blanche, la race noire, la race jaune, la race rouge. Et la race blanche était mis tout en haut de l'échelle et ça devenait à la norme et ils étaient considérés comme supérieurs. Et cela, on l'apprenait même dans les écoles. Donc voilà pourquoi je dis qu'on ne naît pas blanc, on le devient. Alors je cite un extrait de votre ouvrage La pensée blanche. Vous dites « Ceux qui interrogent, remettent en cause, questionnent les consensus sont peu nombreux, moins écoutés, voire souvent persécutés. » Comment donc votre ouvrage, La pensée blanche, a-t-il été reçu dans certains milieux de pouvoir? Écoutez, en règle générale, c'est vrai qu'effectivement, il y a des personnes. D'ailleurs, c'est même pas les personnes. C'est-à-dire que chacun de nous, en règle générale, nous sommes éduqués à reproduire des habitudes. Nous sommes conditionnés à refaire les choses que pouvaient faire nos parents, nos grands-parents. Pour vraiment parler du conditionnement, très souvent, je donne l'exemple de la religion. Chacun de nous, très souvent, nous avons une religion, mais qui a été donnée à travers l'éducation de nos familles. Et si par exemple, on veut changer de religion, on dit à ses parents, je veux changer de religion, et bien souvent, ce n'est pas accepté. Donc c'est pour ça que je dis que très souvent, on ne nous éduque pas à une certaine liberté de conscience ou de prise de position. Et effectivement, les lanceurs d'alerte dans n'importe quel domaine, ce sont des gens qui vont dire, écoutez, on peut faire différemment. Euh, Au début, on vous accepte en disant, ah oui, tu as peut-être raison. Si vous commencez à le dire deux, trois fois, en fait, vous êtes vu comme celui ou celle qui veulent changer les choses et ça devient plus compliqué. Donc, le livre a été accepté, je pense, par le grand public. Effectivement, les partis politiques un peu notamment de l'extrême droite,
ont vu dans ce livre un livre raciste. Mais je dois avouer que heureusement, il y a quand même beaucoup de gens de très bonne volonté. Et le livre a été traduit en plusieurs langues. C'est-à-dire que le livre a été traduit en italien, en portugais, en espagnol, en anglais, en allemand et bientôt en albanais. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui se questionnent justement sur le racisme, sur l'identité liée à la couleur de la peau, sur les inégalités qui existent selon les couleurs de peau. Je pense qu'il y a vraiment en ce moment une volonté de dépasser l'idée simpliste que le racisme serait quelque chose de naturel. Voilà. Vous dites également que ce soit en France ou aux États-Unis, je rappelle à mes deux fils de ne pas oublier leur couleur de peau. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que lorsque vous êtes des garçons noirs, en fait, vous pouvez perdre la vie, en fait, parce que vous êtes considéré comme noir. En France, vous pouvez être agressé en tant que personne noire par la police. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Je pense que nous sommes au courant, je pense que peu importe la couleur de peau, qu'effectivement, aux États-Unis, très souvent, malheureusement, il y a des jeunes hommes noirs qui perdent la vie lorsqu'il y a des contrôles de police. Et donc, je pense que ce serait irresponsable de ma part de ne pas éduquer mes enfants à comprendre en fait qu'est-ce que c'est être noir. Pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent conscience qu'effectivement, lorsque vous êtes une personne noire, mais vous ne vivez pas l'espace public comme quand vous êtes une personne noire. Blanche, par exemple. Vous savez, si j'avais eu des filles, ben, j'aurais éduqué mes filles aussi à leur dire certaines choses. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une fille, vous ne vivez pas l'espace public de la même façon que lorsque vous êtes un homme. Toujours dans votre ouvrage La pensée blanche, vous soulignez une réalité sémantique. On parle toujours de découverte de l'Amérique, alors que ce continent était peuplé par près de 100 millions d'habitants. Ben, effectivement, je crois que lorsque je donne cet exemple, c'est juste pour dire que chacun de nous, parfois, nous parlons d'un point de vue. Et lorsque, encore aujourd'hui, malheureusement, on laisse entendre que Christophe Colomb aurait découvert l'Amérique, il faut questionner ce point de vue. C'est-à-dire que le monde occidental, le monde européen, a construit l'idée que les autres existaient à partir du moment où ils arrivaient. Et donc, on voit que déjà dans la façon de raconter l'histoire, il y a une certaine hiérarchie. Et donc, je pense qu'il faut vraiment alerter les enfants pour qu'ils puissent savoir que chacun de nous, nous parlons d'un point de vue, que chacun de nous, nous pensons et nous disons certaines choses parce qu'on nous a raconté certaines histoires. Et donc, voilà pourquoi il faut changer de point de vue, démultiplier les points de vue pour avoir une complexité du regard. Alors de la même manière, l'histoire du Code noir de Colbert reste méconnue. Elle légalise en une soixantaine d'articles l'esclavage. Pourquoi cette réalité en dehors des territoires d'outre-mer est toujours méconnue? Vous savez, je pense que même dans les territoires d'outre-mer, cette histoire est très connue, malheureusement. Pourquoi elle est très peu connue et pas éduquée à l'école? Il faut savoir que ce que vous apprenez à l'école, c'est lié à des volontés politiques. Et donc, à partir du moment où vous savez que c'est lié à des volontés politiques, voilà pourquoi il faut participer au choix des politiques pour essayer ben, d'avoir un regard plus juste sur l'histoire. Et apprendre le code noir, connaître le code noir, analyser le code noir permet de comprendre la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés. Et surtout permet aussi de comprendre
les rapports qu'il y a entre les personnes selon la couleur de la peau. Et donc, ce sont des choses qui sont essentielles à connaître, surtout lorsque vous êtes une personne qui pourrait subir le racisme. Parce que je reste persuadé qu'il y a beaucoup de personnes, notamment noires, qui subissent le racisme, mais qui ne comprennent pas la portée historique. Et donc, si vous ne comprenez pas la portée historique, ben, vous ne pouvez pas donner les bonnes réponses pour avancer dans la vie. Aux États-Unis, les Noirs n'ont eu le droit de vote qu'en 1965, et celui de se marier à une femme blanche ou à un homme blanc qu'en 1967. Vous ajoutez également, ma mère alors avait 20 ans. On a l'impression que la ségrégation raciale est une réalité qui appartient au passé lointain, alors qu'en définitive, c'était hier. Ben, effectivement, je pense que lorsque on parle de racisme lié à la couleur de la peau, et notamment à la haine des personnes noires, il faut savoir que c'est quelque chose qui est extrêmement proche de nous, et il faut savoir que encore une fois, c'est une volonté politique. Lorsque vous parlez du Code noir, lorsque vous parlez des lois de ségrégation aux États-Unis, lorsque vous parlez des codes de l'indigénat dans les colonies françaises, ce sont avant tout des lois mises en place par les États. Et donc, c'est très, très, très important à comprendre cela. Et il faut savoir que le racisme d'État finit dans les années 90. Lorsqu'on parle du racisme lié à la couleur de la peau, ça finit avec l'apartheid en Afrique du Sud. Et en 98, en 90, j'avais de mémoire 18 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, c'est juste que c'est extrêmement proche de nous. Par exemple, lorsque nous parlons de l'abolition de l'esclavage, par exemple. Il faut savoir que mon grand-père, à moi, est né 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Et donc, je pense qu'il serait intéressant que, effectivement, dans les écoles, on puisse essayer de voir que, en retraçant la vie de nos propres parents, que les lois racistes, en fait, sont extrêmement proches de nous. Par exemple, notre pays, la France, a eu des lois racistes pendant plus de 250 ans. Et donc, ce n'est pas anodin que le racisme existe aujourd'hui. Et je reste persuadé que pour vraiment dépasser ce système raciste, il faut avant tout déconstruire la profondeur historique du racisme pour qu'on puisse vraiment analyser les choses d'une façon plus juste et plus intelligente. Vous soulignez que les femmes, étant donné qu'elles sont elles-mêmes victimes d'une oppression séculaire de la part de l'homme blanc, sont plus sensibles à la question du racisme. Ben, je pense que c'est une évidence. Vous savez, effectivement, lorsqu'on parle du racisme, lorsqu'on parle du sexisme, ce sont des relations de domination. Et je pense que la plus vieille relation de domination qui existe dans nos sociétés, c'est la relation de domination des hommes sur les femmes. Et donc, je pense que les femmes savent effectivement dans leur corps, dans leur cœur, qu'est-ce que c'est la domination. Donc, peut-être qu'ils peuvent plus facilement s'intéresser au racisme parce que le sexisme, c'est exactement le même processus. Alors, vous dites, de la même manière dans cet ouvrage, que les populations opprimées ont parfois intégré et accepté la pensée blanche comme étant la norme. Comment changer cela? Alors, tout d'abord, ce qui est tout à fait compréhensible, c'est que vivant dans la même société, étant éduqués de la même façon, si on vous dit que vous ne pouvez pas avoir confiance dans certaines personnes, si on vous dit que certaines personnes sont négatives, ben, il y a des grandes chances que vous puissiez intégrer ce discours. Et donc, ça veut dire que si vous intégrez ce discours, ça veut dire que vous allez aussi avoir une certaine haine de vous-même, une certaine mauvaise estime de vous-même. Et donc, voilà pourquoi il faut s'intéresser à l'histoire. Pour comprendre qu'effectivement, en fait, lorsqu'on parle de relations de domination,
en fait, ce ne sont pas les dominés qui ont un problème, ce sont les dominants. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez des écrivains comme James Baldwin, il dit quelque chose qui, à mon avis, est très vrai. Il dit, vous savez, le racisme, c'est un problème de blancs. Et vous, les blancs, vous devriez réfléchir à savoir comment sortir de ce problème. Et donc, je pense que c'est l'éducation qui permet vraiment à comprendre les mécanismes du racisme et essayer de vous défendre. Par exemple, vous savez, lorsque j'étais joueur de foot, notamment en Italie, quand certains supporters faisaient le bruit du singe, en fait, heureusement que je connaissais l'histoire du racisme, heureusement que j'avais déjà déconstruit tous ces mécanismes pour comprendre qu'en fait, le problème, c'était pas moi, c'était ces personnes qui faisaient le bruit du singe et qu'il fallait dénoncer cela. Et pourquoi il faut dénoncer le racisme? Parce qu'en fait, c'est de la violence. Et pour les personnes qui ne comprennent pas les mécanismes du racisme et qui subissent le racisme, encore une fois, ils se sentent violentés et ils finissent, parfois, lorsque vous êtes enfant, en tout cas, ne sachant pas vous défendre, penser que vous avez un problème et que c'est à vous de changer, c'est à vous de vous comporter d'une certaine manière pour vous faire accepter. Et donc, je pense que la clé, c'est vraiment l'éducation pour comprendre effectivement ce qui se joue en fait dans le racisme. Parce qu'en fait, ce qui se joue dans le racisme très souvent, c'est que en rabaissant l'autre, ça permet, si par exemple, dans la relation de couleur de peau, pourquoi le racisme lié à la couleur de peau est difficilement combattu par certaines personnes, notamment blanches, parce que beaucoup de personnes blanches, en fait, tirent leur auto-estime en pensant que l'autre est inférieur, que l'autre est négatif. Et donc voilà pourquoi, encore une fois, il faut connaître cette histoire pour justement avancer ensemble intelligemment. En parlant d'histoire, vous dites également que les luttes sociales, l'histoire des luttes sociales n'est pas assez racontée aux écoliers et à dessein, parce que l'union et la solidarité sont les meilleures armes contre les privilèges établis et les injustices sociales. Ben, c'est vrai, moi je reste persuadé que chacun de nous, nous n'avons pas conscience qu'en fait les grandes avancées vers l'égalité est liée à des prises de comment je pourrais dire ça, des prises de, en prenant conscience qu'effectivement, c'est le fait de lutter ensemble qui oblige les institutions à changer. Par exemple, on va prendre l'exemple de l'esclavage. En fait, lorsque vous regardez un petit peu comment on raconte l'abolition de l'esclavage, vous verrez que très rarement on dit que ce sont les esclaves qui se sont libérés. On finit par croire que ce sont des décisions des institutions politiques de l'époque. Lorsque, par exemple, en ce moment, on parle de la grève, par exemple en France, mais il faut savoir que le droit de grève a été gagné parce que il y a des hommes et des femmes qui ont trouvé la mort dans le fait d'imposer le droit de grève. Ça veut dire qu'en fait, il faut obliger les institutions à aller vers l'égalité. Et souvent, je dis aux enfants, faites très attention. L'égalité ne se donne pas, elle se gagne. Et je reste persuadé que si on apprenait l'histoire des luttes pour l'égalité, ben, effectivement, je pense que, en règle générale, nous serions beaucoup plus solidaires entre nous pour l'égalité, parce que en fait, ça fonctionne toujours pareil. C'est-à-dire que l'institution, en règle générale, en fait, essaie de dire non, tout va bien, jusqu'au jour où il y a une personne qui dit non, non, mais on peut faire différemment, deux qui disent non, on peut faire différemment, et tout d'un coup, quand il y a un nombre assez important, c'est là qu'on oblige les institutions à mettre plus d'égalité dans le système. De la même manière, au sujet de l'environnement, qui est une problématique de notre temps, vous soulignez la responsabilité de l'Occident et vous dites que si nous vivions comme les Sénégalais, par exemple, nous pourrions être 15 milliards d'habitants, alors qu'il faudrait 3 planètes pour supporter
le mode de vie des Français? Ben, effectivement, vous savez, lorsqu'on analyse un petit peu la manière dont nous vivons, il faut savoir que depuis des siècles, le modèle économique dans lequel nous sommes, c'est un modèle économique qui a été mis en place par le monde occidental. Et ce modèle nous emmène à de plus en plus de consommation, de plus en plus de destruction de notre environnement. Et donc voilà pourquoi il faut avoir une vraie réflexion en fait sur ce que nous faisons, et le modèle que nous avons aujourd'hui, parce que depuis très 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 longtemps, on nous dit que si nous continuons comme ça, nous allons arriver à la catastrophe. Mais malheureusement, aujourd'hui, je dirais que peu importe où vous vivez, en règle générale, je pense que les gens veulent vivre en calquant le modèle occidental, sachant qu'effectivement, le modèle occidental nous dit que les hommes sont à disposition, la nature est à disposition, les animaux sont à disposition, tout à disposition des hommes et tout est consommable. Et donc je pense que ça, c'est un très très grand danger. C'est un très très grand danger et donc nous devons y réfléchir. Alors vous avez également publié Mes étoiles noires, où vous dressez le portrait de 45 figures qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Je suis universitaire, je me considère comme étant quelqu'un d'instruit et de sensible à la cause de l'oppression. Et je vous avoue, à ma grande honte, qu'après avoir lu ce livre, j'ai découvert que j'ignorais l'existence de près de la moitié de ces figures. Qu'est-ce que cela raconte de notre système éducatif et de notre société? Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire qu'il ne faut pas avoir honte de ne pas connaître tous ces personnages, parce que personne ne connaît tout, déjà. Je pense que ça, c'est très important. Après, vous savez, encore une fois, au début, je disais que nous sommes le fruit d'histoires qu'on nous a racontées. Et donc, c'est tout à fait compréhensible de ne pas connaître ces personnages, puisque, effectivement, on ne nous a pas raconté l'histoire de ces personnages. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que, vous savez, on vit dans ce monde que j'appellerais le monde moderne. Le monde moderne s'est construit sur une hiérarchie selon la couleur de la peau et sur une idéologie politique qui est la suprématie blanche. Et donc, pour établir la suprématie blanche, ben, il faut raconter qu'il n'y a que les Blancs qui ont mis des grandes choses en place. Par exemple, regardez ce qui est très intéressant lorsqu'on parle de l'Égypte antique. Et ben, pendant très longtemps, on a dit que cette civilisation avait été mise en place par une civilisation blanche. Pendant très longtemps, on ne reconnaissait pas le fait que l'Égypte était en Afrique. Et donc, en fait, pour savoir pourquoi il nous manque de certaines informations, il faut simplement prendre conscience qu'effectivement, pendant des siècles et des siècles, on a construit l'idée que les personnes noires n'avaient pas fait grand-chose et que l'intelligence n'était pas noire, que la beauté n'était pas noire. Mais en même temps, c'était tout à fait compréhensible de tenir ce discours, puisqu'il fallait valoriser l'idée de la suprématie blanche. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, il faut inviter les jeunes, les moins jeunes, à s'éduquer et peut-être à s'éduquer en allant chercher des informations qu'on ne trouve pas au sein de l'éducation nationale. D'ailleurs, vous savez, moi je pense sincèrement que l'éducation, c'est avant tout donner de la nourriture intellectuelle qui va emmener les personnes qui sont en face de vous à développer une bonne estime d'eux-mêmes. Et donc, je pense que lorsque vous êtes de la Guadeloupe comme moi et que vous êtes enfant en Guadeloupe, lorsque vous êtes enfant à La Réunion, en fait, il y a des choses essentielles qu'on doit donner aux enfants et que parfois on ne retrouve pas au sein de l'éducation nationale parce qu'on ne prend pas en considération certaines spécificités des lieux. Et donc, je pense que c'est à nous, adultes, à, encore une fois, obliger les institutions à aller dans une direction parce qu'encore une fois, l'éducation est politique.
Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire. Il est une phrase qui m'a marqué. Vous dites il faut apprendre à la jeunesse à cultiver l'estime de soi parce que quand on a une bonne opinion de sa personne, on n'a pas besoin d'écraser les autres. Alors, vous savez, moi j'ai été dans une première vie sportive de haut niveau. Ce qui caractérise les sportifs de haut niveau, c'est la confiance dans leurs capacités. C'est-à-dire que depuis que vous êtes enfant, vous avez un rêve, et autour de vous, il y a plein de gens qui vont vous dire, mais non, mais ça n'est pas possible, c'est n'importe quoi ce que tu as en tête. Et donc, vous avez quelque chose en vous qui vous dit, OK, je vais y arriver. Et ce qui est très intéressant quand vous avez cette volonté, c'est que vous n'avez pas peur de l'échec. Ça veut dire qu'en fait, les échecs, ce sont des opportunités pour vous prouver à vous-même que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez dépasser. Et donc, c'est pour ça que je dis que le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à des enfants, c'est justement les aider à développer une bonne estime d'eux-mêmes, parce qu'ils vont pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'en fait que j'essaie de vraiment éduquer les gens à comprendre le mécanisme du racisme. Parce que le racisme, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Parce que le racisme, c'est avant tout intégrer une certaine haine de vous-même. Parce qu'en fait, lorsque vous subissez le racisme, vous subissez de la haine. Et si jamais vous n'êtes pas éduqué pour rejeter cette haine, vous pouvez l'intégrer. Et si vous l'intégrez, vous finissez par avoir une mauvaise estime de vous-même. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de racisme qui touche par exemple les personnes noires, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de s'éclaircir la peau. Par exemple, la génération de ma maman, lorsqu'elle était enfant, on lui disait qu'il était préférable de se marier avec quelqu'un qui avait la peau plus claire pour avoir des enfants qui auraient la peau chapée, la peau échappée du noir, la peau moins noire. Donc, vous voyez bien qu'en fait, il y a des violences que les personnes peuvent recevoir et ils ne savent pas comment s'en défendre. Et parfois, ils ne savent même pas comment, je dirais, les analyser. C'est-à-dire que vous êtes là, vous voyez qu'il y a une certaine haine, vous ne comprenez pas, et vous pouvez justement finir par avoir un problème d'estime de vous-même. Par exemple, on va vous dire que la beauté n'est pas noire, l'intelligence n'est pas noire, la culture n'est pas noire. Et donc vraiment, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre les choses très au sérieux pour développer encore une fois cette estime de soi et emmener une nourriture intellectuelle qui va permettre aux enfants de savoir que lorsqu'ils sont confrontés au racisme, mais que c'est pas eux le problème, c'est l'autre en face. Et l'autre en face, à aucun moment, doit pouvoir tirer un certain un plaisir à vous rabaisser. En parlant de sport, il y a une grande mixité dans le football qui est représentative de la société française. En revanche, vous soulignez que cette mixité est inexistante ou quasi inexistante au niveau des instances dirigeantes ou des entraîneurs. Alors qu'est-ce qui explique cette réalité? Mais très souvent, vous savez, c'est la volonté de ne pas laisser la place. En fait, c'est ça le problème, c'est ça le racisme. Le racisme, c'est pour dire à certaines personnes, écoute, on t'accepte euh, dans cette situation, mais en fait, plus tu vas vouloir monter, en fait, moins tu auras de possibilités. Parce qu'en fait, les gens vont vous dire que pour certaines personnes, en fait, c'est normal qu'ils soient dans des zones de pouvoir. Et voilà pourquoi, en fait, il faut faire très attention à l'auto-estime. Parce que à force que la société parfois vous envoie des messages que parfois vous n'arrivez pas à lire en disant ça c'est ta place, toi tu dois rester à ta place, vous finissez par croire que c'est vrai. Vous-même, vous avez intériorisé que vous ne pourrez pas arriver tout en haut. Et vous allez dire non mais c'est pas ma place, c'est trop dur, je ne pourrai jamais y arriver, je ne serai pas compétent. Et la pire des choses,
c'est que vous puissiez vous-même vous mettre des bâtons dans les roues. Mais quand vous subissez le racisme dans une société, ben, ça peut arriver. C'est-à-dire quand vous êtes une femme, on peut vous dire oui, la place des femmes, c'est là. Et une jeune femme peut grandir en pensant que c'est vrai. Et donc c'est pour cela que je dis que vraiment, il faut vraiment faire attention à tous ces discours, à essayer de les comprendre et comprendre que très souvent, on vous a assigné à des postes. C'est-à-dire, OK, tu peux jouer au foot, mais tu ne pourras pas être entraîneur. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, être entraîneur, ça demande d'autres capacités. Et très souvent, lorsqu'on parle de racisme lié à la couleur de peau, en fait, historiquement, on a construit l'idée qu'en fait, que tout ce qui est lié au corps, ben, les personnes noires pourraient être performants, mais tout ce qui est lié à l'intellect, il serait un peu moins. D'ailleurs, vous savez, euh, il y a des préjugés sur oui, les Noirs sont plus forts en sport. Ben, et je dis très souvent, s'ils sont plus forts en sport, ils sont plus forts en sport que qui? Et s'ils sont plus forts en sport que certains, où est-ce qu'ils seraient moins forts? Et donc, vous savez, dans ces préjugés, très souvent, en fait, c'est lié à une construction historique. Voilà. Et historiquement, on a construit l'infériorité intellectuelle des personnes noires, comme on a construit la supériorité des corps noirs. Voilà. Et encore aujourd'hui, ces schémas de pensée existent dans nos sociétés. Et pire encore, il y a des personnes noires qui sont persuadées qu'effectivement, c'est vrai. C'est sur ces propos que nous allons conclure la première partie de notre entretien avec Lilian Thuram, éduquée contre le racisme. A tout de suite pour la deuxième partie. Thank you.